Chers téléspectateurs de Africa Télévision, bienvenue dans votre émission Made in, l'émission consacrée aux grands acteurs du développement. Pour cette émission, nous allons parler du sujet d'actualité qu'est le coronavirus. Retour donc sur ce plateau, comme je le disais tantôt, nous allons parler de ce virus qui fait trembler le monde entier, le coronavirus, appelé aussi Covid-19. Pour en parler, j'ai deux invités avec moi. À ma droite, Madame Diallo Djoumadrame de Impact Santé. Elle prendra le temps de se présenter. Et à ma gauche, quelqu'un qu'on ne vous présente plus, Khalil Dambélé, qui va certainement nous parler de l'impact économique de cette maladie. Pour commencer, une première question pour vous, Madame Diallo. Le Covid-19, pourquoi est-ce qu'il fait autant peur ? Alors le Covid-19, pourquoi est-ce qu'il fait autant peur ? Il fait autant peur parce que c'est un nouveau virus. C'est l'aspect nouveau du virus qui fait autant peur aux personnes et surtout le fait que la contagion soit aussi rapide, que se soit développé dans une partie du monde qui pourrait paraître pour certains très excentrée et que du jour au lendemain ce soit devenu une réalité, le quotidien de millions, voire de milliards d'autres personnes. Absolument. À travers le monde. Ça, c'est aussi notre réalité aujourd'hui parce que depuis quelques jours, le Mali a enregistré ses premiers cas et ça va de façon exponentielle. Monsieur Dambélé, moi, la question que je vais vous poser, comme elle l'a dit, c'est un virus qui nous vient quand même de la Chine, donc de l'Asie. Est-ce qu'à partir de là, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait cet impact sur le secteur économique ? Évidemment, moi je trouve qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est une économie qui est davantage interconnectée. Il suffit tout simplement qu'il touche en Chine pour que le Mali sente que quelque chose ne va pas. Juste un exemple, nous sommes un pays qui commerce beaucoup avec la Chine, notamment dans des produits qui concernent spécifiquement les matières premières. L'or, le coton, la viande des bétails. Ce qui fait que, quand l'économie chinoise est atteinte de par le caractère risqué et incertain, ça a été évoqué par notre agent sanitaire en la matière, donc oui, force est de reconnaître que ça joue sur le volume d'échange des biens et de services que nous opérons avec ce pays-là. D'autant plus. On vous dit que la Chine est touchée. Comment se fait-il qu'un virus puisse justement toucher l'économie d'un pays ? L'économie, c'est un tout. L'économie fonctionne en circuit. Vous avez le primaire, le secondaire et le tertiaire. Le tertiaire, c'est là où nous découvrons justement la santé, qui est une activité qui excelle dans le service. Donc oui, quand ce secteur-là est un peu perturbé par justement un virus qu'on ne connaît absolument pas grand-chose aujourd'hui, de deux, l'un des critères qui fait d'ailleurs qu'on a peur, c'est qu'il n'y a pas de médicaments certains jusqu'à présent qui puissent nous confirmer qu'on peut réellement traiter ça. 3, c'est sa capacité de contagion et que c'est très très rapide. Il y a même des médecins qui parlent des agents super contaminateurs qui facilement peuvent démultiplier la vitesse de contagion. Ce qui fait que l'activité économique, qui est une activité dynamique, les gens se retrouvent sur le marché, les gens se retrouvent dans les entreprises, des usines pour travailler ensemble. Il est clair que s'il y a des informations comme ça, ça fait peur. L'une des mesures des Chinois a été justement de confiner les 2 premières villes qui constituaient l'épicentre de ce virus-là. Il est clair que ces 2 premières villes-là sont des villes aussi qui, pas des poumons, mais qui contribuent à grande hauteur à la croissance économique chinoise. Donc quand vous les fermez, vous arrêtez les activités économiques dans les usines, force est de reconnaître que si on ne produit pas, il est clair que les agents économiques travailleurs vont rester à la maison. Ils restent à la maison, à la fin du mois, c'est des agents qui sont payés sur la base de leur capacité à produire. Donc s'ils ne produisent pas, leur salaire va baisser. Quand le salaire baisse, force est de reconnaître que la consommation baisse. Quand la consommation baisse, il est clair que la consommation implique la production. Quand la consommation baisse, la production baisse. La production baisse, le chiffre d'affaires aussi baisse. Une réalité que nous avons connue, nous, parce que nous sommes un pays aussi qui importe beaucoup de ce pays-là, qui est la Chine. Absolument. Donc le fait qu'une des décisions de l'État était de fermer les frontières, est-ce que nous, Mali, on a eu à sentir cela ? Oui, quand vous regardez un peu les mesures qui ont été prises de notre côté d'ailleurs, à travers le communiqué du président de la République le 17 mars dernier, il était d'abord question de supprimer un peu les vols passagers, mais de laisser les vols cargo, lesquels vols cargo contribuent à nous ravitailler en marchandises. Mais il est clair que quand vous limitez les vols passagers, la mobilité, ce qu'on appelle en économie, la mobilité des personnes va diminuer. Lesquelles personnes sont des agents commerciaux
Quand un agent économique n'a pas la possibilité de se déplacer d'un pays à un autre pays pour aller vendre son bien ou acheter son bien, il est clair que son activité va au ralenti. Quand l'activité va au ralenti, l'impact futur aujourd'hui, on commence à le sentir. Si vous regardez un peu sur le marché, des produits qu'on peut facilement d'ailleurs trouver chez nous, même qui ne sont pas forcément importés de la Chine. Et quand je dis cela, je pense par exemple au gel hydroalcoolique. Fabriqué ici, leur prix commence à multiplier parce que l'agent économique sent qu'il y a une situation de rareté et en économie, tout ce qui est rare est censé être cher. Nous allons revenir sur cette question-là, mais je vais saisir en fait la branche que vous me tendez quand vous parlez des mesures prises en Chine et demander à la spécialiste de la santé que nous avons, savoir si justement le confinement est la meilleure solution pour barrer la route au coronavirus. Alors oui, le confinement est une des meilleures solutions pour barrer la route au coronavirus parce que c'est un moyen de briser la chaîne de transmission. Si on prend en compte le coronavirus au Mali, il faut savoir qu'au Mali, on a 48,8% de jeunes qui ont moins de 15 ans. Et on en a environ 68 qui ont moins de 25 ans. Il faut savoir que, de manière générale, les observations qu'on a faites, c'est que les jeunes sont en général, et je dis bien en général parce qu'on n'a pas encore suffisamment de recul sur ce nouveau virus, sont en général des porteurs sains. Et le problème que pose le fait qu'ils soient porteurs sains, c'est qu'ils continuent à transmettre la maladie sans développer de symptômes. Ils sont en bonne santé, mais continuent justement de contaminer. Exactement, de contaminer d'autres personnes. Et le problème, c'est que ces autres personnes-là peuvent faire partie des 20% qui vont présenter les formes les plus sévères, voire aller jusqu'aux besoins de soins intensifs et de réanimation. Parce qu'il faut quand même qu'on garde en tête qu'il y a 80% de personnes qui se remettent bien du coronavirus, mais ce n'est pas parce qu'il y a 80% des personnes qui se remettent bien du coronavirus qu'il faut qu'on se montre négligent, et ce n'est pas parce qu'encore une fois, on a une majorité de jeunes dans la population malienne qu'il faut qu'on soit plus négligent et qu'on se dise de toute manière le Mali réussira à s'en sortir, parce que nous avons aussi d'autres réalités qui sont le faible taux d'alphabétisation. Il faut savoir que sur toute la population, on est à presque 19 500 000 à peu près. On n'a que 33% de la population qui est alphabétisée. Et un des gros ennemis de la lutte contre le coronavirus au Mali à l'heure actuelle va être la propagation des fake news, des fausses informations via les réseaux sociaux. Il y en a, ça circule beaucoup, on a pu avoir un certain nombre. Exactement. Disant par exemple que le soleil peut facilement tuer ce virus-là, donc c'est un virus qui ne viendra pas sous nos cieux. Exactement. On a pu voir tout ça, oui. Voilà, et en fait ce qui facilite la propagation de ces fausses informations, c'est le fait qu'on a un faible taux d'alphabétisation au sein de nos populations. Et de manière générale, au niveau du monde entier même, il y a énormément d'informations sur le coronavirus. Il y a énormément d'informations, de bonnes informations, il y a énormément de désinformations, et il y a énormément d'informations qui ne sont pas à notre portée, qui ne sont pas à la portée du citoyen lambda. On a pu assister par exemple dernièrement à l'opposition entre le professeur Raoul, qui est un célèbre médecin français, voilà, et plusieurs autres médecins, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la prise en charge thérapeutique du coronavirus. Et en fait, ce genre d'information-là, c'est très bien pour les scientifiques, mais c'est pas à notre portée, parce que du coup, on a vu l'apparition sur les réseaux sociaux de spécialistes, de médecins, de scientifiques, d'apprentis, j'ai envie de dire, qui avaient tous un avis à donner sur cette prise en charge thérapeutique-là. De nouveaux docteurs des réseaux sociaux. Exactement. Ça, c'est une question qui va certainement vous intéresser cette fois-ci, parce que justement, on a vécu cela. On a certains qui sont allés même jusqu'à conseiller un certain nombre de médicaments qu'il faut prendre. Mais le point que je veux lever là tout de suite, c'est que le sujet qui est levé par le professeur Raoult, c'était justement lié à la chloroquine qui est connue sous nos cieux, et on a vu que le prix de ce médicament a augmenté. Économiquement, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? La rareté, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, il y a quelques années, on avait tenté de faire disparaître la chloroquine connue chez nous sous le vocable de Nivaquine, je pense. On a essayé de le modifier en ajoutant d'autres molécules. Mais oui, il est clair que quand on avait essayé de retirer ça des marchés, sur la base d'ailleurs des expertises déjà avérées, parce que à l'époque, la chloroquine était considérée comme étant un médicament qui avait des effets, on va dire, néfastes, secondaires. Donc aujourd'hui, il est clair qu'il y a une demande forte qui est là. Cette demande forte... Mais est-ce qu'elle s'explique, cette demande forte? C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un débat scientifique,
disant que oui, ça peut guérir, non, ça ne peut pas guérir. Et pourquoi est-ce que on se rue justement sur ce médicament-là? Oui, mais parce qu'aujourd'hui, nous vivons à une époque où la génération actuelle aspire à vivre longtemps. Nous espérons comme toutes les générations, comme toutes les générations. Ce qui fait que la mort fait peur, la sensation de la mort fait peur. Donc tout ce qui titille l'espoir, tout ce qui promet quelque chose dans l'horizon est la bienvenue dans ce pareille situation. Mais juste pour insister aussi sur un point, quand on prend par exemple ces médecins de Marseille-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ils disent qu'ils ont fait des essais sur certains patients sur lesquels ça a marché, chose que même ceux qui les contestent reconnaissent cela, mais ils disent que la méthodologie avec laquelle n'est pas très scientifique et rigoureusement menée, donc ils préfèrent attendre quelques semaines encore pour justement voir un peu cette histoire-là de fond en comble. Est-ce qu'on a ce temps? Justement, donc ce qui fait que le temps n'est pas là, de deux, le professeur Raoul dont il est question, c'est quand même une sommité en la matière. C'est quelqu'un qui a découvert beaucoup de virus, beaucoup de microbes. D'ailleurs, porte son nom à travers des recherches. Il est très respecté dans ce domaine-là. Ce qui fait que quand le citoyen lambda à travers le monde voit ça, il se dit que c'est quand même un connaisseur qui parle, c'est pas un fou. Même si pour certains de ses camarades, c'est un illuminé. Pour nous, on se dit quand même qu'il a la tête. C'est quelqu'un qui est reconnu scientifiquement être rigoureux dans son domaine. Et d'ailleurs, il dit qu'il teste tout le monde, les choses qu'on ne voit même pas en France. Lui, il dit tout ce qui vont se présenter chez lui, ils vont te tester. Si toutefois tu portes des symptômes graves, il va t'administrer. Donc, ce qui fait qu'il y a de l'espoir qui est là, qui est nourri. Peut-être sur la base de quelque chose qui n'est pas tenable pour ses collègues, mais pour nous, simples citoyens qui n'ont pas étudié de médecine, qui ne connaissent pas un peu ces secrets de la médecine, là, on s'est dit que c'est quand même une opportunité. Voilà, on peut se lier à ça et puis pour guérir, pourquoi pas, parce que déjà ça guérisse, même si c'est une minorité. Le débat me semble-t-il assez intéressant avec le professeur Raoult. Ça veut dire combien ce virus fait trembler le monde. Et nous avons travaillé sur un petit reportage pour voir un peu justement quels sont les impacts chiffrés de ce virus-là dans le monde et au Mali. Je vous prie de bien vouloir suivre ce reportage. Partie de la ville de Wuhan en Chine, la pandémie du Covid-19, encore appelée coronavirus, fait des ravages dans le monde entier. Sur les millions de malades recensés dans le monde, 82 000 sont en Chine avec 3 300 décès. Le rythme crescendo des chiffres fait que la pandémie touche tous les secteurs d'activité avec des conséquences que personne ne peut prévoir à moyen et à long terme. Nous avons dans ce reportage voulu faire le tour d'horizon de l'impact de cette maladie dans le monde, en Afrique et au Mali. Pendant que la Chine sort progressivement du pic de la crise avec la fin du confinement dans la région de Hubei, l'Europe reste fortement touchée alors que plus de la moitié de la population mondiale reste confinée. Parmi les 180 pays touchés, les États-Unis recensent toujours le plus grand nombre avec près de 245 000 cas. L'Italie totalise 115 000 cas et enregistre 13 900 décès. L'Espagne, pays du sud de l'Europe, bat le triste record de morts avec près de 112 000 cas et plus de 10 300 décès. Ces chiffres inquiètent le continent africain qui fait face déjà à un autre phénomène aussi grave que la pauvreté. À cela s'ajoute la faiblesse du système sanitaire. Toutefois, le virus surprend à tous les niveaux, car l'Afrique a été le dernier continent touché et enregistre le lundi 30 mars 4 781 cas confirmés et 152 morts. Les pays voisins du Mali voient leurs cas de contamination prendre une courbe exponentielle. D'abord l'Algérie qui comptabilise 847 cas, pendant que le Burkina Faso en est à 261 cas. Quant au Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils sont respectivement 195 et 179 cas. Depuis la date fatidique du 25 mars, notre pays, dans lequel les spécialistes notaient des relatives mesures de préservation, compte 39 cas, dont 3 décès. À la date du 3 avril, sans compter les centaines de personnes contacts qui sont actuellement sous surveillance sanitaire. Cette situation attise la panique au niveau des populations et c'est là dans plusieurs secteurs. C'est-à-dire qu'au-delà de la crise sanitaire, la pandémie du Covid-19 constitue aussi un enjeu économique. En effet, environ 90% de l'économie malienne repose sur l'importation des produits, notamment les hydrocarbures. Les mesures en vigueur au Mali poussent les entreprises sur les activités partielles qui mettent en péril leur trésorerie et leur survie.
Ce bouleversement s'est fait sentir déjà sur le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de l'événementiel, le monde du spectacle vivant et surtout des transports. Le risque de chômage et de faillite est bien réel dans le pays pour certaines entreprises. Tout cela entraîne la baisse des recettes de l'État. Chers téléspectateurs, retour sur ce plateau. Nous sommes là aujourd'hui pour vraiment apprendre des choses sur le coronavirus. Et quand je dis apprendre, je le dis à dessein parce que nous avons avec nous une spécialiste de la santé, mais aussi de la prévention et de la sensibilisation. Vous êtes donc à la tête de Impact Santé. Avant que nous allons plus loin, je voudrais comprendre qu'est-ce que c'est que Impact Santé? Alors, Impact Santé, c'est une nouvelle structure donc privée qui est spécialisée dans la prévention et dans l'éducation en santé auprès des jeunes. Donc, notre slogan, c'est pour la promotion de la santé au plus près de la jeunesse. Ça s'illustre par des interventions en milieu scolaire et en entreprise. Donc, on propose, on a un catalogue de formations qu'on propose. Et selon, on va dire, peut-être les problématiques identifiées dans certaines universités, dans certaines écoles primaires, dans certains collèges ou dans certaines entreprises, on intervient. Donc, on a un catalogue assez large de formations. Ça peut aller de l'hygiène générale à tout ce qui va être hygiène bucco-dentaire, en passant par tous les problèmes d'addiction, donc avec ou sans substance, en passant par tout ce qui va être autour du sport et de la nutrition. On va aussi avoir tous les problèmes de dépigmentation de la peau, dépigmentation volontaire de la peau. Absolument. On va aussi avoir tout ce qui va être autour du harcèlement scolaire, le harcèlement au travail, les risques psychosociaux en milieu professionnel, le stress au travail. Voilà. C'est assez large comme gamme. Exactement. Et là, spécifiquement sur cette question du coronavirus, je sais que vous êtes suffisamment mobilisés. C'est de savoir si les messages de sensibilisation que nous recevons aujourd'hui, de prévention, ce sont les bons. Alors, actuellement, il faut savoir que vous avez un certain nombre de structures. Alors, ça part du gouvernement déjà, en passant par le ministère, en passant par des structures privées qui sont spécialisées dans le domaine de la santé. Donc, vous avez Impact Santé, vous avez aussi Santé Mobile, vous avez aussi d'autres structures qui ont lancé des campagnes de prévention avec des messages forts qui sont envoyés. Vous avez un certain nombre j'en ai deux en tête précisément, donc d'actions qui sont en train de se mettre en place avec des actions ciblées auprès des couches les plus défavorisées de la population, certaines autres auprès des centres de santé communautaires. Impact Santé, actuellement, on est un peu amputé parce qu'on ne peut pas intervenir en milieu scolaire, qui est du coup les écoles sont fermées donc depuis un certain nombre de jours. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est du porte-à-porte, c'est sensibiliser. Là, on va commencer avec le quartier Savali-Bougou, par exemple, essayer de faire du porte-à-porte à notre hauteur, dans le maximum de nos moyens. Et de se greffer aussi aux autres initiatives qui sont se mettre en place. D'accord. Je ne vais pas vous transformer en spécialiste de la médecine, mais aujourd'hui, le fait que les écoles soient justement fermées, le fait que de plus en plus les populations veulent rester chez elles à la maison, est-ce qu'on a les moyens au Mali justement de leur apporter le bon message, le message de la sensibilisation, celui des gestes qui sauvent? Moi, je pense qu'à travers ce qu'on vient d'entendre, des propos de notre spécialiste en santé, je trouve que déjà il y a des actions qui se font qui sont salutaires. Les gestes barrières sur lesquels le gouvernement, mais aussi et surtout les médias essaient de communiquer sur... je vais peut-être saisir cette branche pour préciser que nous avons respecté la distance réglementaire de 1 mètre. De 1 mètre. Justement. Donc je trouve que c'est des choses qui doivent continuer, qui doivent s'accentuer. Mais là où moi je trouve qu'il y a encore matière à faire, c'est sur le plan communication institutionnelle même de l'État. Je trouve que nous sommes un peu à la traîne. On a eu une expérience en 2014 avec Ebola. Aujourd'hui, il y a une autre expérience avec le coronavirus. Les mêmes pratiques auxquelles nous avons assisté en 2014 continuent. Il y a des gens Quand vous dites les mêmes pratiques, c'était quoi? Les bonnes pratiques ou les pratiques critiquées? Les mauvaises communications de la part des activistes qui se sont autoproclamés docteurs sur Facebook, qui nous donnent souvent des fausses informations qui ne sont pas trop vraies. Il y a aussi souvent, on entend des cas confirmés à travers ces voies-là avant que le gouvernement, qui est l'autorité la plus légitime en la matière, ne s'exprime. Moi, je me dis qu'il y a un vrai travail non seulement d'anticipation, mais surtout de coordination. Quand on écoute même les membres du gouvernement, on sent que souvent, les informations entre les différents membres, de tel départ à tel autre, il y a un problème de coordination
en la matière. Je ne suis pas spécialiste de communication, mais je trouve qu'à ce niveau-là, il faudrait effectivement repenser, réfléchir. Il faudrait effectivement voir comment est-ce qu'on peut remodeler cette communication institutionnelle. Je vais vous demander, Madame Diallo, vous voulez prendre la parole, je vais vous la donner. La question c'est de savoir, est-ce qu'il faut démultiplier les canaux de communication ou est-ce qu'il faut rester focus et concentré sur un seul canal officiel de communication sur le Covid-19? Alors, je pense que déjà, il y a un canal officiel institutionnel de communication qui est incontournable, hein, voilà. Qui est incontournable, qui est obligatoire et qui commence à se faire. Oui. Maintenant, il y a plusieurs autres canaux qui se sont déployés, donc du secteur privé, des associations, des structures sanitaires ou pas. Et moi, j'ai envie de dire que je suis plutôt satisfaite à l'heure actuelle de la transmission du message. Est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs canaux, on a toujours le regard qu'il faut pour justement s'assurer que le message qui est passé n'est pas un faux message? Alors, jusqu'à présent, tout ce qui est, tous les messages officiels que j'ai pu voir qui émanaient de vraies structures sanitaires ou pas, étaient pour l'instant tout à fait corrects. Après, il faut savoir que voilà, en fait, il y a deux niveaux. Il y a ce qui est fait par les professionnels et qui est tout à fait correct, selon moi. Et puis, il y a ce qui est aussi fait par des citoyens lambda qui veulent aussi apporter leur contribution. Il y a un challenge sur le lavage des mains actuellement qu'on peut voir. Et c'est vrai que des fois, il y a certaines petites erreurs. Après, c'est peut-être de la déformation professionnelle parce que j'ai une sensibilité... professionnelle sur cette question-là. Voilà. Par rapport au lavage des mains où des fois, il n'est pas fait exactement comme il devrait être fait. Mais quand on se promène aujourd'hui à Bamako, quand on va dans les différents commerces, etc., je suis plutôt rassurée de voir que les gens commencent déjà à prendre conscience, à appliquer un certain nombre de mesures barrières, même si des fois c'est encore un peu maladroit. Mais je me dis que le message déjà initial, qui n'est peut-être pas parfait, et a commencé déjà à atteindre certaines de ses cibles. Absolument. Je parle que de Bamako, hein. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe en région. Je suis pas, voilà. On prendra le temps d'aller voir ce qui s'y passe et puis on va vous le présenter aux téléspectateurs. Voilà, mais du coup, en tout cas, à Bamako, je trouve ça pour l'instant plutôt rassurant et je me dis que si on continue encore sur cette lancée-là, on pourra réussir à atteindre un maximum de personnes et à sensibiliser sur les gestes barrières et sur les mesures d'hygiène, qui reste la première forme de lutte contre le coronavirus. À partir de cette réponse assez positive, vous demandez votre avis, peut-être pas un avis de devin, mais est-ce que vous pensez qu'on peut battre le coronavirus au Mali? Alors, je ne sais pas si on peut le battre. Je pense, comme tous les pays qu'il a touchés, je ne pense pas que le Mali va en ressortir indemne. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on peut avoir on peut mener la guerre. Alors, on ne va pas en ressortir indemne, c'est sûr, mais on peut mener la guerre. Parce que la première forme de lutte contre ce virus, contre le coronavirus 19, c'est vraiment c'est l'hygiène, c'est des gestes barrières. Et voilà, faut que les gens comprennent que c'est à portée de tous. Si on n'a pas les moyens de s'acheter un gel hydroalcoolique, Koulikoro Safney, c'est parfait. Voilà. Pour se laver les mains rapidement. Exactement, pour se laver les mains, c'est parfait. Respecter tout ce qui va être pas des mesures de confinement parce qu'on n'y est pas encore, mais bon, si le soir, la nuit, on y est. Mais voilà, éviter les rassemblements. Avec le couvre-feu. Exactement, éviter les rassemblements, éviter de se serrer la main, éviter de se faire la bise. On a une note assez positive. Là, je vais me tourner sur un aspect qui a été évoqué. Nous sommes en guerre. Est-ce que nous avons mis justement l'économie de guerre qu'il faut pour gagner cette guerre? Aujourd'hui, moi, je trouve que je suis un peu sur ma faim. Quand on regarde un peu dans cette situation-là, il faut que les forces productives de la nation soient mobilisées. Il faut une action. Quand vous dites les forces productives, vous pensez à qui? Je pense aux entreprises privées, je pense au secteur privé. Il faut qu'il y ait un geste à travers l'État pour que ces secteurs-là puissent être rassurés et qu'ils puissent aussi apporter leur touche. On le voit ailleurs, dans les pays qui ont une avance d'1 mois, 2 mois sur nous. Ils ont commencé justement à accompagner ces secteurs privés-là pour qu'ils puissent apporter leur touche. Donc aujourd'hui, moi je me dis qu'il faut une action coordonnée. Il faut une action coordonnée entre le public et le privé, tant sur le plan économique mais aussi sanitaire. Aujourd'hui, il est clair que nous avons des cabinets, nous avons des cliniques qui peuvent aussi apporter beaucoup, qui peuvent aussi être... On sait qu'au niveau du gouvernement, justement, il y a cette envie-là d'avoir un peu la participation des uns et des autres. Le ministre de la Santé a rencontré le secteur privé au patronat.
qui avait fait un certain nombre de propositions, notamment sur la question des impôts. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'État a les moyens de mettre en pratique ces propositions-là? Il est clair que nous sommes dans un État qui est fragile, qui est faible. Ça ne cache de personne. Mais nous vivons aussi une situation dramatique. Et aux situations dramatiques, il faut des mesures exceptionnelles. Quand je dis des mesures exceptionnelles, après on va chercher à savoir comment est-ce qu'on peut combler le déficit, en leur accordant, parce que l'essentiel de leur demande, c'est quoi? C'est de les alléger un peu sur le plan des impôts, les recettes. Absolument. Après, on va voir comment est-ce qu'on peut effectivement soutenir. Est-ce qu'on a ce temps, quand vous dites après? Oui, je vais dire, après, on verra comment est-ce qu'on peut rattraper. L'État verra comment est-ce qu'il va rattraper les impôts perdus maintenant. Mais l'urgence, c'est qu'il faut coûte que coûte associer le secteur privé dans la lutte contre ça. Et l'une des clés, jusque-là proposées, c'est quoi? C'est d'alléger un peu les recettes sur ces sociétés-là. Et je trouve que nous sommes dans une situation qui le justifie. Il ne s'agit pas de supprimer toutes les recettes, mais de voir comment est-ce qu'on peut les soulager pour justement leur permettre de souffler un peu, non seulement de garder leurs employés qui sont déjà avec eux là-bas, pour ne pas parce que l'activité économique a ralenti, pour ne pas les licencier, mais surtout participer à des situations de dépenses pour acheter les matériaux nécessaires pour justement lutter contre ce coronavirus-là. Donc je me dis que la situation, dans une situation de guerre, les principes économiques d'antan ne s'appliquent plus. Il faut avoir il faut avoir un principe de guerre, et l'un des principes de guerre, c'est qu'il faut creuser le déficit public davantage pour justement faire face à cette situation. Après tout, la santé n'a pas de prix. Après tout, la santé n'a pas de prix. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et la situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Et je vais revenir à vous, Mme Diallo, pour donner à nos téléspectateurs les mesures barrières qu'il faut adopter. D'accord, donc je vais rappeler les mesures barrières. Déjà, avant de les rappeler, les mesures barrières, je tiens à insister sur une particularité des populations des pays en développement, où on a plus tendance à rester dans le domaine, à négliger la partie préventive des maladies et à se concentrer sur le curatif et le traitement. Tout en sachant qu'en fait, ce curatif-là reviendra toujours plus cher, une ordonnance coûtera toujours plus cher qu'un coulis-coulosafnet ou que de rester chez soi. Voilà. Donc du coup, le lavage des mains régulier pendant au moins 20 à 30 secondes avec un savon qui mousse correctement en faisant bien les interdoigts. Voilà. Ensuite, vous avez aussi limité les interactions, on va dire, sociales, donc les bains de foule, tout ce qui va être baptême, mariage, tontine, enterrement. Passer un coup de fil, c'est largement suffisant. À l'heure actuelle où on est là, c'est pas du morolingoloyen, on est en guerre. Totalement. À situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Faut que chacun mette en marche son patriotisme, et donc ça passe aussi par là. Il faut, quand on éternue ou quand on tousse, le faire dans le pli du coude. Il faut respecter donc cette distance exactement d'un mètre que nous respectons actuellement sur le plateau, lors des grains ou quand on est même dans une même famille, éviter de partager le même verre à thé. Si on peut supprimer les flés qu'on en dit, je ne sais pas comment dire. Oui, c'est cette sorte de casserole ou de calebasse que nous utilisons souvent dans nos familles. Exactement, si on peut les supprimer et que chacun aille prendre de l'eau seul. Il faut absolument qu'on reste focus sur les mesures barrières, sur les règles d'hygiène, qu'on reste chez nous autant qu'on le puisse. Absolument. Pour briser cette chaîne de transmission. Nous avons donc le devoir, chers téléspectateurs, de briser cette chaîne de contamination et de lutter un à un pour pouvoir lutter collectivement contre le coronavirus. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Médine. Les 7 revues thématiques du groupe Arc-en-Ciel sont disponibles en kiosque. Dans la revue Leaders, exclusivement dédiée à l'économie, une enquête exclusive sur les dessous insoupçonnés du marché de l'or au Mali. Dans la revue Mine, un dossier inédit sur la mort programmée des artisans locaux dans le secteur de la bijouterie. La revue TIC analyse le front de l'accessibilité à l'Internet et les ménages sur la diversité linguistique. La revue Agriculture met en relief la valeur ajoutée de la météo sur la maîtrise des récoltes. Dans la revue BTP et Transport, un dossier sur l'AGEROUTE et ses nouvelles ambitions en matière d'entretien routier. La revue Environnement vous réserve un dossier exclusif sur les enjeux de la déforestation avec un document inédit sur la situation des forêts classées. Dans la revue Agriculture, une réflexion sur l'indépendance culturelle du Mali et un focus sur la success story du film Le Voile Secret. Les 7 revues sont disponibles au Mali, dans les boutiques Shell, en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution et des presses et dans les autres pays de la sous-région auprès des revendeurs classiques.